Écoutez, merci beaucoup. C'est toujours un grand plaisir de se réunir tous ensemble et de vous donner les derniers résultats de la recherche. Donc, on va faire un ping-pong avec Richard. Je suis les gènes, je suis le génotype, il est le phénotype, comme vous le savez. Donc, à peu près chaque semaine, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle cause de l'autisme et un nouveau traitement. Je pense qu'il faut que vous ayez les outils pour comprendre ce qui se passe. Je rejoins totalement le directeur de l'école normale supérieure. Je pense que si on savait un peu ce que c'est que les erreurs standards, les barres d'erreurs dans la recherche scientifique, vous auriez une idée beaucoup plus précise de qu'est-ce qui est solide, qu'est-ce qui n'est pas solide. Donc on va vous donner un exemple en 10 minutes. Donc c'est un peu frustrant, mais on va le faire 10 minutes. Les résultats un peu de nos stratégies. Donc les stratégies, elles sont assez simples. C'est comment on peut identifier les causes génétiques de l'autisme. Ça, c'est la première chose. C'est la porte de la maison. Comment ces gènes vont nous permettre de mieux comprendre les mécanismes biologiques impliqués dans l'autisme. Et puis, comment ces mécanismes vont nous permettre de trouver des traitements. Voilà. Donc tout ça, c'est résumé sur cette diapositive, où l'on a, vous voyez, les personnes avec autisme qui sont extrêmement hétérogènes. Et on fait un travail en génétique pour essayer de mieux comprendre les différentes causes des autismes, qui sont, et vous le savez, très très hétérogènes d'un enfant à l'autre. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est une étape de, quand on a identifié les causes, de comprendre les mécanismes. Et vous savez que c'est un temps, évidemment, le temps de la recherche, de nouveau, c'est pas exactement le même temps que les familles. Et bon, par contre, on travaille beaucoup et il y a beaucoup de gens qui travaillent. Et puis le troisième point, donc, c'est comment, par ces études, ça va nous permettre de faire des traitements efficaces. Donc sur la partie génétique, vous connaissez maintenant. Alors, s'il vous plaît, ne sortez pas de cette salle en disant qu'il n'y a pas de gènes impliqués dans l'autisme. Parce que vraiment, il n'y a qu'en France où ça m'arrive. Et la dernière fois, pour vous dire, j'étais à un colloque, donc j'ai dit ne sortez pas de cette salle en disant qu'il n'y avait pas de gènes impliqués dans l'autisme. Et le speaker juste après moi a dit bon, il y a peut-être des gènes impliqués dans l'autisme, mais on ne sait pas, on ne les a pas trouvés. Donc vous voyez, il y a vraiment une vraie résistance à dire. Donc il y en a plus de 200 maintenant qui ont été identifiés partout dans le monde. C'est le travail d'étudiants en thèse, de post-doctorants, de chercheurs. Et c'est vraiment un peu énervant de dire qu'il n'y a pas de gènes impliqués dans l'autisme. Donc vraiment, il y en a. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent, ces gènes? Ils nous disent qu'en fait, il y a des voies biologiques qui sont impliquées dans l'autisme, et en particulier, une voie ici qui est les points de contact entre les neurones. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais enfin bon, il faudra que vous veniez à Pasteur pour voir les synapses en vrai. Donc c'est des points de contact entre les neurones. Donc voilà, je vous ai résumé tout mon travail en une diapositive. Le deuxième point, c'est comment on va identifier les mécanismes. Hop. Alors, pour cette partie-là, il faut essayer de comprendre qu'il n'y a pas une seule façon d'avoir un autisme au niveau génétique. On peut avoir ce qu'on appelle une maladie monogénique. Donc c'est à gauche de l'écran, où les parents n'ont pas de mutation, et par contre l'enfant va avoir une mutation. C'est ce qu'on appelle une mutation de novo. Voilà. Donc ça, c'est cette partie-là ici. Après, il y a des formes polygéniques et même très polygéniques où on a beaucoup de variants. Alors, où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on est moins bon? Donc, pour les formes monogéniques, on est assez bon. Maintenant, on trouve des formes génétiques chez à peu près plus de 25% des enfants avec autisme et déficience intellectuelle. D'accord? Pour les formes polygéniques ou avec plusieurs gènes, là, on commence à identifier des gènes. Et le prochain gène va sortir là dans quelques semaines. On l'a identifié avec Richard et Marion. Et puis les formes très polygéniques, où là on n'est pas très bon. Et en particulier, pourquoi on n'est pas très bon? Parce qu'en fait, chaque laboratoire travaille un peu isolément. Et en fait, il faut qu'on se regroupe tous ensemble pour essayer de trouver ces gènes. Et ils vont expliquer beaucoup de personnes avec autisme. Donc ça, c'était la première partie. La deuxième partie, donc, c'est les mécanismes. Donc, pour les mécanismes, on peut faire des petits neurones à partir des cellules des personnes avec autisme, et on peut faire des souris qui sont mutées dans les gènes qu'on a identifiés. Donc là, par exemple, c'était un gène qu'on a identifié qui s'appelle SHANK2,
Et donc ça, c'est la petite souris Shank 2, et ça, c'est Elodie. Et Elodie travaille sur le comportement des souris. Elle a essayé de comprendre qu'est-ce qu'avait cette petite souris quand on mutait le gène, donc exactement ce qui se passe chez l'enfant quand le gène est muté. Donc ça, c'est la première chose qu'elle a vue. Donc ça, c'est une petite souris dans une bassine. Donc si vous n'avez jamais vu une souris dans une bassine, je pense que ça fait un petit moment que je montre ce résultat-là, donc je pense que vous avez déjà peut-être vu cette souris. Donc elle ne change pas pour l'instant, elle court toujours comme ça. Et alors par contre, là, c'est la petite souris qui est mutée. Et vous allez voir que elle va beaucoup plus vite. Donc ça, je dis toujours, si une petite souris arrive dans un hôpital, elle va voir directement le spécialiste de l'hyperactivité, elle ne va pas voir le spécialiste de l'autisme. Et en fait, ça, c'est un grand point, et c'est ce que raconte depuis quelques années Marion, c'est-à-dire que de l'autisme, l'hyperactivité, la schizophrénie peut avoir des bases génétiques communes. Il ne faut pas qu'on isole l'autisme des autres troubles. Donc ça, c'est la première chose que l'on voit. La deuxième chose, enfin on voit plusieurs choses, mais je vais le résumer en quelques minutes. Ça, c'est les interactions sociales. Donc ça, c'est une petite souris, un mâle, et on va lui mettre une femelle en chaleur dans la cage. Donc voilà, si vous n'avez jamais vu une petite souris mâle avec une petite souris femelle, c'est tout mignon. Et voilà donc c'est un peu attendu, hein. Voilà, donc le garçon est là, hein. Voilà. Donc ça, c'est le comportement qu'on a chez la souris sauvage. Et là, maintenant, ça, c'est une petite souris, mais qui est mutée. Voilà. Donc, je peux vous dire que c'est pas qu'il a des problèmes d'olfaction, c'est pas. Alors, on me pose la question des fois, est-ce qu'il est intéressé par les filles? Donc, on a fait garçon-garçon, fille-fille, on a fait plein de tests, tout est dans la publication. Et c'est pas qu'il n'est pas intéressé, mais il a vraiment un comportement tout à fait différent de la souris sauvage. Donc ça, on est en train de tester ces comportements. Pourquoi on est en train de faire ça? Pour essayer de comprendre le rôle de ces gènes, et en particulier de trouver après des molécules qui vont modifier ce comportement. Donc ça, c'est un énorme travail qui est fait au laboratoire. Et là, vous avez un micro ici. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais les souris peuvent vocaliser. Donc là, je n'ai pas d'exemple, mais ça fait cuit, 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 comme ça. Et on a montré, enfin Elodie a montré, que les souris vocalisaient moins et différemment. Elles utilisaient des vocalisations très différentes. Et donc, on a même réuni tous les chercheurs qui travaillent sur ces souris avec autisme, des modèles de souris mutés dans les gènes impliqués dans l'autisme, pour essayer de comprendre pas ce que disent ces souris, mais pour essayer de mieux comprendre ces problèmes de communication. Donc vous pouvez aller à MouseTube si vous voulez, pour voir toutes les vocalisations. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Il faut qu'on se centralise au niveau français. Je pense que l'idée de faire un institut de l'autisme est extrêmement importante. Maintenant, si on veut vraiment comprendre l'écogénétique de l'autisme, on ne peut plus être tout seul. Il faut être avec l'Europe. Donc, je suis l'investigateur principal du plus grand projet, sur la partie génétique du plus grand projet européen EUAIMS. Et au niveau international, on travaille avec toutes les associations de familles et les associations de recherche qui travaillent sur l'autisme. Voilà, je vais laisser passer maintenant la parole au phénotype, à Richard. Et je reviendrai vous voir après. En premier lieu, je voulais remercier les familles comme elles sont ici. Et je crois que d'habitude, quand vous venez à l'hôpital, parfois c'est juste parce que vous dites voilà, on aimerait comprendre est-ce qu'il y a des gènes qui sont impliqués chez mon enfant. Et maintenant, on essaie de passer à une phase un peu différente, qui est celle qu'on a identifié des gènes, mais qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc c'est ce travail qu'on essaie de mener. Donc on s'est vu il y a 3 ans, et donc on est dans une phase un peu nouvelle, et on essaie là encore une fois de comprendre l'impact sur les caractères que votre enfant présente, quel qu'il soit, et puis comment les facteurs génétiques peuvent expliquer les troubles que l'on observe. Donc au laboratoire, on discute tous les mercredis avec Thomas, puis après au moins on se voit en face à face. Et puis on essaie de comprendre quelque chose d'assez fondamental, c'est qu'est-ce qui fait lorsqu'on vous voit tous, qu'est-ce qui fait que certains se rapprochent plus,
Par exemple, pourquoi ceux-là sont de cette couleur-là, pourquoi d'autres sont de cette couleur-là. Et c'est la question qu'on se pose chaque jour presque de notre semaine. Et c'est un point vraiment critique pour essayer soit de comprendre, encore une fois, des mécanismes biologiques très fins, parce que dans notre idée, et c'est l'idée de beaucoup de chercheurs dans le monde, c'est comprendre ces mécanismes très fins, c'est un pas vers les nouveaux essais thérapeutiques. Et c'est ça qu'on va essayer de vous montrer, et c'est ça qu'on est en train de réaliser à l'heure d'aujourd'hui. Donc, un de nos travaux, c'est une fois qu'on a identifié les gènes, par exemple là c'est l'histoire de SHANK3, qui était un gène qui a été identifié par le laboratoire de Thomas en 2007, qui est le gène SHANK3. Et ce gène SHANK3, il est localisé dans une zone qui s'appelle le syndrome de Phelan-McDermid, c'est une zone de délétion d'un chromosome. Et en fait, beaucoup de chercheurs dans le monde se disent, mais quel est le gène dans cette zone qui est impliqué dans le phénotype des patients? Et donc Thomas soutient l'idée que c'était le gène SHANK3, il avait un certain nombre d'arguments. Et puis sur le terrain, on s'est dit, mais est-ce que c'est vrai? Donc on est allé voir des patients pour lesquels on avait identifié des mutations très précises seulement au sein du gène et pas dans toute la région. Et on allait voir ces patients, alors certains sont de Nice, certains sont de Paris, on va dans l'ensemble de la France, on va les voir, on essaie de voir quelles sont leurs caractéristiques et on s'est aperçu qu'effectivement, tous ces jeunes patients avaient exactement les mêmes caractéristiques que ceux qui avaient parfois 30 ou 40 gènes qui étaient délétés dans la région. Donc c'est ça notre travail, c'est d'essayer de voir quel est le gène, comment il est impliqué. Alors ensuite, ça nous a aussi permis de comprendre que ce gène était probablement un des gènes majeurs de l'autisme, en particulier quand il y a un retard mental associé. On estime que c'est à peu près 1,5 à 2% des patients. Et donc ça fait vraiment le gène majeur de l'autisme qui est présent chez les patients atteints d'un trouble du spectre autistique avec retard mental. Donc c'est vraiment un gène majeur. Et puis un autre point important, c'est qu'effectivement, Thomas avait identifié un certain nombre de gènes, par exemple ce gène-là, Contactin 6, et la particularité par rapport au précédent, où ni papa ni maman sont atteints, seulement l'enfant, ce gène-là avait la particularité d'être présent chez des papas et des mamans qui semblaient sans trouble du spectre autistique. Alors quand vous venez, je sais vous venez nous voir, on screen l'enfant, mais aussi on passe beaucoup de temps à essayer de regarder les frères et sœurs, regarder papa et maman. Alors c'est pas pour dire que papa ou maman a une maladie, mais c'est pour essayer de voir encore une fois qu'est-ce qui peut être le substrat, qu'est-ce qui peut se transmettre dans ces maladies. Et donc on voit des papas qui transmettent des choses à des enfants. Et on s'est aperçu que ce gène Contactin 6, c'est du travail de la souris, était impliqué dans l'organisation de la perception auditive chez la souris. Et en fait, on vous a fait revenir, un certain nombre de vous sont revenus, papa, maman, les frères et sœurs, pour essayer de comprendre l'impact de ce gène sur le phénotype. On s'est très vite aperçu qu'en fait, les patients qui étaient, et les papas et les mamans avaient des anomalies dans la sensorialité. Ils avaient souvent une hypersensibilité auditive. Et donc, on leur a fait passer un certain nombre de tests, et on s'est aperçu qu'en fait, les patients qui étaient porteurs de cette anomalie avait une vitesse de conduction auditive, c'est la rapidité de transmission de l'information auditive qui était un peu ralentie. Alors pas chez tous, mais vraiment une très très grande majorité. Et puis, si on regarde aussi des gens qui portent l'anomalie mais qui ne sont pas atteints, des papas et des mamans, là aussi, il y a une tendance à ce que ce soit beaucoup plus lent, sans que ni papa ni maman ne soient atteints du trouble du spectre autistique. Et puis si on regarde des gens qui sont ni porteurs de l'anomalie et qui ne sont pas non plus atteints dans la famille, ça nous permet de contrôler notre information, eux, ils n'ont pas d'anomalie de la conduction de l'information. Donc c'est vraiment ce travail qu'on essaie de faire lorsqu'on vous venez soit à Créteil, soit à Robert Debré. Et puis, un autre de notre travail, c'est aussi d'essayer d'identifier des nouveaux syndromes qui sont impliqués dans l'autisme. Et là, Thomas vous a montré la petite souris, et puis il y a dans le monde un patient au Canada, deux qui sont des patients un peu référentiels de syndrome, qui sont des patients qui sont dans le sud-est de la France, et puis deux autres patients un autre patient qu'on a identifié à Lyon et un autre patient italien. Et Thomas m'avait dit, mais va voir ces patients, ils ont peut-être des caractéristiques particulières. Et puis là encore une fois, en les examinant, en prenant notre temps, en sachant le substrat génétique, on a pu identifier que tous ces patients-là avaient des caractéristiques. Donc c'est un travail qu'on mène avec des gens du Canada, des gens de Lyon, ça c'est des gens italiens, ça c'est l'équipe de Grenoble. Donc en fait c'est vraiment ce travail qui nous permet petit à petit d'essayer de mieux comprendre ce que c'est que l'autisme. Donc quand on vient vous voir, parfois on a déjà des idées sur le gène impliqué, mais on ne sait pas très bien comment il est impliqué dans la pathologie. Donc c'est ça qu'on essaie de faire à l'heure d'aujourd'hui. Et puis le point le plus important, et c'est ce que Thomas m'a appris. Moi, quand j'étais psychiatre, on m'a surtout appris, bon, peut-être que les choses sont, c'est comme ça, c'est la fatalité, rien ne va changer.
Et Thomas m'a dit, mais quand est-ce que tu fais un essai thérapeutique? C'est ça ton métier de médecin, c'est faire un essai thérapeutique. Et donc on essaie, là encore une fois, on est vraiment dans des phases très préliminaires, d'essayer de comprendre comment on pourrait mener une marche supplémentaire vers les essais thérapeutiques. Ça, c'est tous les gènes que Thomas a identifiés, mais version protéine. Et donc tous ces gènes que Thomas a identifiés ou les autres collègues ont identifiés, c'est potentiellement des cibles vers lesquelles on va pouvoir regarder, essayer de dire est-ce que cette protéine-là pourrait être une cible pour un traitement, est-ce que cette protéine-là pourrait être impliquée dans un traitement. Donc c'est un travail de fourmi. Quand un patient a une anomalie dans cette protéine-là, peut-être que le traitement qui est efficace, ce n'est pas le traitement qui est efficace quand cette anomalie-là est présente. Donc vous voyez, chaque patient a cette particularité. Pour l'instant, on n'est pas dans des stratégies où on a une idée qu'un traitement pourrait être efficace pour l'ensemble du groupe, mais encore une fois, peut-être que petit à petit, et puis en essayant cette molécule-là, on arrivera à améliorer les patients. Et donc ça, c'est un travail qu'on mène avec un laboratoire à STEM qui est en banlieue parisienne. Et en fait, il y a eu une révolution en 2009, conduite par une équipe japonaise, qui a parti des cellules différenciées, des cellules de la peau, des cellules du cuir chevelu, ou même des cellules du sang circulant. On peut les transformer en cellules souches, et ces cellules souches, on peut les transformer en neurones. Alors c'est une innovation assez incroyable. C'est assez incroyable. Alors il y a des patients qui ont déjà participé, il y a plein de patients qui sont venus, là encore une fois, à Robert Debré, ou alors on les a contactés pour qu'ils nous envoient des petits bouts de leurs cheveux, et avec lesquels, là encore une fois, on travaille en banlieue parisienne, mais aussi avec une équipe allemande, une équipe à New York, enfin bref. Et donc il y a plein de patients qui participent à ces travaux-là, mais encore une fois, c'est quand on a identifié l'anomalie qui était présente chez eux. Et donc en fait, ce système, c'est moi qui ai impliqué, c'est toi. Ce système nous permet, lorsqu'on passe des cellules souches à la transformation en neurones, de tester tout un tas de molécules, un peu comme en cancérologie où on prend une partie de la tumeur et on teste des molécules et on voit quel est le cocktail de molécules qui est le plus efficace. On fait exactement la même chose, on essaie de faire au moins exactement la même chose chez nos patients. Et donc on essaie, à partir de données extrêmement ciblées, de tester un certain nombre de molécules. Donc dans le laboratoire, parfois ils font des screens jusqu'à 1 million de molécules par patient. Et donc là, c'est une jeune patiente, donc c'est une jeune patiente que j'avais vue qui est à Nice, et qui est porteur d'une mutation dans le gène SHANK3. Et puis, on leur a demandé de participer à notre étude. Et puis, c'est une patiente, donc je crois qui là encore une fois, a un autisme très sévère, qui est très légèrement verbal, mais en tout cas, qui a participé. Donc en haut, vous voyez, c'est les cellules des sujets contrôle, et puis en bas, c'est ces cellules, et des cellules de neurones. C'est-à-dire, en fait, on a transformé ces cellules de sa peau en cellules de neurones. Donc on a une vision assez précise dans une petite boîte de culture de ce qui peut se passer. C'est un modèle, encore une fois, de ce qui peut se passer dans le cerveau de cette patiente. Et puis, mes collègues d'Evry ont testé des molécules chez cette patiente. Et puis, dans l'intervalle, en fait, j'ai eu le papa qui m'a dit « Ma fille est hospitalisée depuis plus d'1 an, ça va très mal, elle est très instable, et puis on ne s'en sort plus. » C'était un appel comme ça. Puis nous, on faisait le travail en parallèle. Il me dit, est-ce que vous avez des résultats? Et je dis, vous savez, c'est la science fondamentale, donc malheureusement, on n'a pas nécessairement de résultats. Puis chez cette patiente, on a testé 250 molécules, et puis à la fin, on est abouti à 4 molécules, dont une qui était qui est le lithium. Bon, en tout cas, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est une molécule qui est prescrite dans le quotidien, chez les jeunes adultes, chez les adultes. Et puis, on a prescrit cette molécule. Alors, elle avait d'autres arguments pour pouvoir le faire, mais on a décidé de donner cette molécule à cette patiente. Et puis, 3 mois après ce traitement-là, alors encore une fois, tout ça est extrêmement expérimental, c'est-à-dire que ça ne peut pas s'appliquer à toutes les familles, c'est des données qui sont non contrôlées, il n'y a pas de sujet contrôle, on ne peut pas généraliser ce résultat-là, c'est juste une constatation, et donc il ne faut pas, c'est vraiment, encore une fois, c'est plus un concept, plus qu'une réalité absolue. Dans tous les cas, le papa m'a dit, oui, ma fille va beaucoup mieux, elle a fait des progrès dans le langage, elle a fait des progrès dans la capacité à être attentive. Il a dit, je suis très surpris, parce que j'ai l'impression qu'il y a un voile qui s'est déchiré dans les relations avec elle. Et puis elle dit, ça c'est sa maman qui est très critique par rapport à ce qu'on voulait faire, et elle dit, mais ma fille a développé de nouvelles initiatives, de nouvelles capacités d'interaction. Elle est partie avec ses cousins en tente, en vacances, sous la tente, alors que bien évidemment, c'était quelque chose qu'elle était incapable de faire. Voilà, c'est ça le travail qu'on essaie de mener dans le quotidien. C'est extrêmement expérimental. Alors ça, c'est le petit message d'espoir qui est vraiment la transition entre ce que fait Thomas et ce que je fais moi dans le quotidien. Et donc je voulais absolument vous montrer ce film pour peut-être que vous changiez l'idée que vous avez de ce que c'est que l'autisme.
Donc ça, c'est une petite souris. Thomas vous a montré celle qui a été délétée pour le gène SLANC2. Et ça, c'est une souris femelle qui a une anomalie qui s'appelle le syndrome de Rett, qui est une pathologie qui est associée de manière très rare avec l'autisme, mais dans le cas qui a cette maladie-là. Alors, c'est une souris adulte qui a des caractères qui sont très proches de celles de la vie de l'adulte. Donc, elle a aussi une petite tête, elle a aussi des difficultés respiratoires, elle a des difficultés de la locomotion, mais c'est une souris qui mime très précisément ce qu'on peut observer chez l'adulte atteint de ce trouble. C'est une pathologie extrêmement sévère dont les adultes décèdent en général vers 25 ans. Voilà, donc ça c'est la souris avec des difficultés de locomotion. Et puis donc c'est exactement la même souris, et on a réactivé le gène. C'est-à-dire que c'est un modèle de construction biologique, on peut éteindre le gène, et puis on peut le réactiver après un processus médicamenteux. Et donc on a réactivé chez la même souris exactement la même situation. C'est la même souris adulte avec les déficits. Et donc vous voyez, c'est une souris qui a récupéré ses capacités motrices, elle a récupéré aussi ses capacités de mémoire spatiale. Et donc en fait, l'idée qu'on en a de l'autisme, que c'est une pathologie qui est une pathologie qu'on dit neurodéveloppementale ou une espèce d'incapacité d'avoir une pathologie chronique avec un handicap majeur et qui n'évoluerait pas ou qui n'évolue que dans des conditions très particulières ou faiblement, peut-être que l'autisme, c'est une pathologie beaucoup plus fonctionnelle qu'on l'imagine. Que peut-être qu'on peut réverser, tout au moins changer les trajectoires des patients avec des stratégies qui restent, encore une fois, à préciser. C'est ça le travail qu'on essaie de mener, essayer de changer potentiellement les trajectoires de vie des patients. Donc voilà, on a un peu dépassé, on est désolé Marion, on a mis 6 minutes de plus, mais c'était pour vous montrer un peu les stratégies du laboratoire. Je reviens sur 2-3 choses qui sont vraiment importantes. D'abord, c'est vous imaginez que là, on est tous les deux à parler, mais qu'il y a une équipe extraordinaire derrière. Marion, j'ai acheté ton livre au PUF, pas loin, à Gibert, en occasion. Le petit livre bleu. Non, mais et quand j'ai commencé ma recherche, c'était vraiment un des seuls livres. Enfin, ce que tu as fait, c'était... je dis pas l'âge que tu avais quand tu as fait ce livre, mais tu étais très très jeune. Et c'était vraiment incroyable. Et je pense que cette énergie que tu as eue depuis le début, tu continues à l'avoir. Et ça, vraiment, on a de la chance. Voilà. Franck Ramu, qui est là, je te mets, qui est de l'ENS. Donc, c'est quelqu'un qui travaille sur le langage. On est vraiment sur l'aspect génétique, l'aspect neurobio. C'est vraiment toutes ces expertises qui se mettent ensemble. Donc, de nouveau, c'est ces expertises qui se mettent ensemble, mais c'est vraiment important d'être tous au niveau national, européen et international, qu'on puisse formater les données pour qu'on puisse les partager. Il n'y a pas assez de partage dans ce domaine, il n'y a pas assez de synthèse. Et ça, c'est vraiment, dans le plan autisme, je crois que c'est vraiment le point majeur qu'il va falloir mettre en place. L'argent. Donc ça, c'est tous les sponsors qui nous aident. Je vais pas faire le détail, mais en tout cas, il y a énormément de fondations privées. Il y a des fondations de famille qui nous donnent des fonds pour travailler. Il y a la fondation Bettencourt-Schuller qui nous a donné une chaire d'excellence. Sans eux, c'est impossible de travailler. Je pense que ce qui serait bien, c'est que l'État nous donne aussi voilà. Je n'ai pas besoin d'aller plus dans le détail. Voilà. Et les familles. Les familles, donc j'adore ce titre No Mind Left Behind, donc pas d'esprit laissé de côté. Aussi, je dis à mes collègues généticiens, neurobiologistes, que c'est super de séquencer l'ADN, c'est super de regarder les synapses, mais c'est vraiment aussi important d'écouter les patients, d'écouter les parents. Voilà. Donc ça, c'est toutes les personnes qui m'ont aussi influencé dans ma recherche. Et il y a ce papa espagnol qui avait fait un petit livre et un petit dessin animé sur YouTube, comment il a appris l'autisme de sa fille. Et sur le t-shirt de sa petite fille, il y a marqué je suis unique comme tout le monde. Et voilà, c'est notre stratégie. On essaye de comprendre ce qui est unique chez les personnes, essayer qu'ils aient une vie meilleure. Merci.